On parle d'une relation économique qui pèse des centaines de milliards de dollars entre la Chine et l'Afrique. Mais, derrière ces chiffres impressionnants, il y a une question qui fâche, une question qui revient sans cesse. Est-ce un partenariat gagnant-gagnant ou une nouvelle forme de colonialisme? Pour y voir plus clair, on va plonger dans les faits. Et pour répondre à une question pareille, les opinions, ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, ce sont des données, des analyses concrètes pour vraiment comprendre ce qui se joue. Alors, c'est parti, on y va. Bon, notre point de départ, c'est une étude académique qui fait vraiment référence sur le sujet. Le truc, c'est qu'elle date de 2015. Et depuis, le monde a complètement changé. C'est pour ça qu'on a tout repris, on a tout mis à jour avec les données les plus récentes jusqu'en 2024 pour avoir le portrait le plus fidèle de la situation actuelle. Alors, commençons par le premier volet, le dossier de la dépendance. Quels sont les éléments, les chiffres concrets qui font penser à une relation, disons, déséquilibrée? Et le premier chiffre, il est juste énorme. 295,5 milliards de dollars. C'est le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique en 2024. Un record absolu. D'ailleurs, ça fait maintenant 16 ans de suite que la Chine est le partenaire commercial numéro 1 du continent africain. Mais attention, ce chiffre colossal, il cache une réalité bien plus nuancée. Et pour comprendre cette réalité, il suffit de regarder ce qui est échangé. C'est assez simple en fait. D'un côté, l'Afrique vend à la Chine des matières premières brutes, du pétrole, du cuivre, du cobalt. De l'autre côté, la Chine, elle, vend à l'Afrique des produits manufacturés, des produits finis, du matériel télécom, des voitures, des batteries. C'est un schéma, on va dire, très classique, un schéma qui a un petit air de déjà-vu si on regarde l'histoire. Et si on met un chiffre là-dessus, c'est encore plus parlant. 89%. C'est la part des matières premières dans tout ce que l'Afrique a exporté vers la Chine entre 2000 et 2022. Presque la totalité. Une concentration pareille, c'est énorme. Et ça pose une question fondamentale. Où est la place pour l'industrialisation du continent dans ce modèle? La conséquence directe de ce déséquilibre, c'est un déficit commercial qui ne cesse de se creuser. On parle de 64 milliards de dollars rien qu'en 2023. Pour le dire simplement, le continent africain dépense beaucoup plus pour acheter chinois qu'il ne gagne en vendant ses ressources à la Chine. Alors pour mesurer ça de façon un peu plus scientifique, l'étude de base utilise un outil au nom un peu barbare, l'indice d'intensité commerciale relative, l'ICR. Mais en fait, le principe est tout simple. Si le score de cet indice dépasse 1, ça veut dire que le volume des échanges entre deux pays est bien plus élevé que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et ça peut être un vrai signal de dépendance. Et le résultat, à l'époque, en 2010, était sans appel. L'indice était très élevé pour des pays comme l'Angola, la République démocratique du Congo ou encore le Soudan. Leur point commun, vous l'aurez deviné, ils sont tous blindés de pétrole ou de minerais. Voilà, ça c'était la photo de départ. Mais depuis, pas mal de choses ont bougé. Oui, parce que depuis 2015, l'histoire s'est complexifiée. On peut même parler de 3 grands rebondissements qui sont venus un peu tout chambouler. Le tableau n'est plus aussi manichéen. Alors, quels sont ces 3 changements majeurs? D'abord, il y a la ruée mondiale vers les minéraux critiques. Ensuite, la question de la dette. Et enfin, le jeu géopolitique qui s'est considérablement durci. Le premier rebondissement, c'est un vrai paradoxe. C'est la transition énergétique. On pourrait croire que c'est une super opportunité pour l'Afrique, qui regorge de cobalt, de lithium, tous ces minéraux essentiels. Mais en réalité, cette course effrénée aux minéraux critiques risque surtout de renforcer le vieux schéma. L'Afrique extrait et exporte sa matière brute, et la valeur ajoutée, la fabrication des technologies vertes, elle se fait ailleurs. Regardez ce chiffre, il est hallucinant. 96,22%. C'est la part du cobalt importé par la Chine qui venait d'Afrique en 2024. Presque tout, et principalement de la RDC. En faisant ça, la Chine s'est assurée une position quasi monopolistique sur la chaîne d'approvisionnement des batteries. Et ça crée une dépendance d'un tout nouveau genre extrêmement ciblé. Deuxième grand changement, la dette. Il y a eu un âge d'or des prêts chinois pour les infrastructures avec un pic en 2016. Et puis, la machine s'est quasiment arrêtée. La raison, des craintes sur la soutenabilité de la dette, avec le défaut de paiement de la Zambie comme un véritable électrochoc. Depuis, les prêts ont repris, oui, mais plus du tout de la même manière. La Chine est beaucoup plus prudente. Et enfin, troisième et dernier point, et il est crucial, la Chine n'est plus toute seule. Le terrain de jeu a changé. Les États-Unis, l'Union européenne, tout le monde est de retour en Afrique, notamment pour sécuriser l'accès à ces fameux minéraux critiques. Et cette nouvelle compétition, elle pourrait potentiellement rebattre les cartes et donner, qui sait, un peu plus de levier aux pays africains. Bon, maintenant qu'on a posé toutes ces pièces sur l'échiquier, revenons à la question de départ. Alors, colonialisme ou pas? Pour tenter d'y voir clair, on va mettre les arguments des deux côtés de la balance. D'un côté, les éléments qui rappellent une structure coloniale sont quand même là. C'est 89% d'exportation de matières premières, le déficit commercial qui se creuse, la nouvelle dépendance sur les minéraux. C'est lourd. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui compliquent cette vision. Les prêts chinois ont chuté, la Chine elle-même commence à parler de laisser plus de valeur ajoutée en Afrique, et surtout, un commerce purement intra-africain commence tout doucement à émerger. C'est plus complexe qu'il n'y paraît.
Face à ce portrait si complexe, peut-être que la question n'est plus simplement de coller une étiquette, colonialisme ou pas. La vraie question, c'est comment l'Afrique peut-elle agir pour transformer cette relation à son avantage? C'est ça la clé, l'action et la stratégie africaine. Alors concrètement, quels sont les leviers? Les pistes sont connues et assez claires. Premièrement, imposer la transformation des matières premières sur le sol africain pour enfin capter la valeur ajoutée. Deuxièmement, diversifier les partenaires, ne plus dépendre d'un seul acteur. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, accélérer le commerce à l'intérieur même du continent grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEAF. Et on termine donc sur cette question qui est finalement la plus importante de toutes. Est-ce que cette nouvelle compétition entre grandes puissances pour l'Afrique n'est qu'un remake d'un vieux film, ou est-ce que c'est au contraire une opportunité historique pour le continent de dicter ses propres règles? La réponse, évidemment, personne ne l'a. Elle est en train de s'écrire et elle dépendra entièrement des choix stratégiques que les nations africaines feront dans les années à venir.